Bienvenue à tous dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir, effondrement de la dalle d'une maison à la Médina, 2 morts selon un dernier bilan, perte très douloureuse pour la famille des victimes, un drame qui remet à l'actualité la question des bâtiments vétustes à la Médina, un danger permanent et la responsabilité des bailleurs et des occupants pointés du doigt, dossier à suivre dans ce journal. Yobalou député ou les conseils pour un nouveau type de parlementaire, c'était le thème principal de la rencontre entre des représentants des listes en lice pour les législatives et des membres d'organisations de la société civile sous la houlette d'Africaldium Center et d'autres organisateurs. À suivre le compte-rendu dans ce journal. Protection de l'enfance. Près de 30 000 enfants africains vivent dans la rue. Le PAPEV, projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits, qui donne ces chiffres, sonne l'alerte et veut former les acteurs pour appuyer les gouvernements africains dans la lutte contre l'exploitation des enfants. Et enfin, Éclair, où notre rubrique coup de projecteur sur l'environnement s'intéresse à l'hivernage à Dakar, qui ne fait pas que des malheureux dans la zone maraîchère. Ces fortes pluies sont une bénédiction pour les cultivateurs. À suivre le reportage de Pape Ibrahim Ndiaye à la zone de Lendeng, c'est à Rufisque, en fin d'édition. Bienvenue à tous. Réveil difficile pour les proches des victimes et populations de la Médina, à la rue 39 angle 18, où l'effondrement de la dalle d'une maison a fait 2 morts. C'est toujours la consternation, mais l'habitation en question n'est que la partie visible de l'iceberg. Dans beaucoup de bâtiments menacent en ruine, des occupants frôlent le pire au quotidien. Et puis notre reporter Pape Ibrahim Ndiaye et Seydina Mbaye signent ce zoom sur les bâtiments vétustes à la Médina, où le danger est côtoyé au quotidien. Reportage. Les signes du danger qui l'inscrivent dans la liste rouge. Ce bâtiment qui, en principe, doit être évacué, démoli et toujours occupé et accueilli du monde. La porte est ouverte, mais les occupants baissent le rideau. À l'intérieur, personne ne souhaite réagir sur le sujet, une situation que nous allons rencontrer ailleurs. Ces habitants de la rue 39 angle 18 de la Médina occupent aussi un bâtiment menaçant ruine. La question les intéresse, en revanche, la caméra un peu moins et surtout, ils n'ont pas le même diagnostic sur l'état des lieux. À quelques pas de là, le marqueur du danger est toujours visible. Mais avec un contexte différent, une visite pour constater le risque permanent. Mambala est né et a grandi ici. Il exprime toute sa peur lorsqu'il a eu écho de l'effondrement de la dalle qui a fait au moins 2 victimes. J'ai pensé à notre maison parce que dans l'immédiat, j'ai téléphoné pour voir est-ce que réellement il s'agit de chez nous. Au-delà du discours, de la compassion, du constat, aujourd'hui il s'attend à des solutions concrètes. En tout cas, ce que je préconise comme solution, à ce que si l'État peut prendre en charge certains bâtiments qui sont en délabrement avancé, à ce que les recenser et s'ils peuvent les octroyer d'autres maisons ou bien d'autres demeures et qu'on puisse réfectionner ces maisons ou bien l'État va les prendre en compte. Ça serait mieux et puis ça va éviter certains accidents, plus ou moins. Des solutions pérennes pour arrêter la liste macabre des victimes, des bâtiments menaçant ruine. Et ce, le temps d'un deuil qui plonge tout le quartier dans les mois.
Et le sous-préfet de Dakar Plateau pointe du doigt la responsabilité des bailleurs qui, selon lui, ont l'obligation de démolir ces vieux bâtiments. D'après lui, la commune et l'autorité administrative viennent en second plan, mais Djibi Diallo évoque également un obstacle majeur, celui de la discipline sociale. Autrement dit, les populations qui occupent ces édifices refusent souvent de les quitter. Il est au micro de Pape Ibrahim Ndiaye. Il appartient à la personne à qui appartient un bâtiment menaçant ruine de lui-même de prendre en charge la démolition de son bâtiment. À défaut, il peut se faire aider par la commune avec un engagement qu'il aura et qui va régulariser plus tard avec la mairie. Mais la question qui se pose aujourd'hui, il faut reconnaître que ces maisons en général qui sont dites des maisons menaçant ruine, ce sont des maisons qui n'étaient pas conçues comme des immeubles. Et au fil du temps, elles sont tellement vieilles qu'il y a eu beaucoup de modifications qui ont été opérées sans respecter les normes de construction. Aujourd'hui, avec la poussée démographique, vous voyez facilement, les gens quand même prennent des risques à ce niveau-là. Et on est arrivé maintenant à une limite où aujourd'hui il faut mettre fin à cela. En ce qui nous concerne, moi qui vous parle, mais en 2016, j'ai fait l'objet de plusieurs plaintes pour avoir peut-être sorti des gens des maisons menaçant ruine. J'étais plusieurs fois à la barre. Alors, maintenant ce qu'il faut comprendre actuellement, ces personnes-là aussi n'ont pas les moyens de démolir leur maison. Les maires non plus n'ont pas engagé des recettes dans leur budget pour acheter du matériel de démolition de ces maisons-là. C'est dans ce cadre que l'État effectivement a pris en charge tout cela. Nous, en ce qui nous concerne, la première étape, que toutes ces maisons menaçant ruine ont fait l'objet de sommation. Mais il y a un problème de discipline sociale, les gens ne quittent jamais. Même si on arrive à les forcer pour quitter ces maisons, ils reviennent, n'est-ce pas, par des portes dérobées pour occuper ces mêmes maisons qui sont déjà sécurisées et isolées, ou bien que ce sont des badauds qui reprennent ces maisons-là pour en tout cas exercer des activités illicites. Et toujours sur l'effondrement de bâtiments en période d'hivernage, Makenya indexe le non-respect des normes de construction. L'architecte, chercheur et enseignant demande à l'État de prendre ses responsabilités. Pour l'architecte, oui, les assurances doivent également être obligatoires pour les occupants de bâtiments. Il est interrogé par Elhaj Malik Sissé. Les architectes ne sont pas toujours heureux d'avoir de ces mauvaises nouvelles, parce que notre métier, ce n'est pas que les bâtiments tuent les gens, c'est l'inverse. Notre métier, c'est que les bâtiments abritent les gens pour leur sécurité et pour leur confort. Donc maintenant, quand nous apprenons qu'il y a des effondrements, c'est vrai que le métier d'architecture est très complexe, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent, et tant qu'on n'a pas fait l'enquête, on ne peut pas savoir d'où vient l'origine. Mais a priori, on peut dire quand même, puisque ça se passe pendant l'hivernage, que l'eau a eu un effet là-dessus, c'est certain. L'eau qui va dans la dalle, fissurée, fait la corrosion au niveau du ferrage, ça peut créer l'effondrement de bâtiments. Ou bien que l'eau, au niveau des fondations, puisse changer la nature, la consistance, disons, du sol, et là aussi peut créer des effondrements, etc. La même manière que l'assurance est obligatoire pour les véhicules automobiles, mais la même manière que d'abord les acteurs de la construction doivent s'assurer, à commencer par les architectes, tout intervenant. Le propriétaire doit même s'assurer, le propriétaire, l'architecte, l'entrepreneur, tous les intervenants du bâtiment. Les occupants aussi. Les occupants. Je suis assuré parce que je suis locataire, mais j'assure un peu mon mobilier, etc., ma propre vie, etc. Donc les assurances peuvent être rendues obligatoires, pas trop pour l'ensemble des aspects, mais pour certains aspects, elle doit être obligatoire. En tout cas, pour les professionnels, c'est obligatoire. Et l'État doit aller dans ce sens. Dans ce sens, avec le fameux Conseil national de l'urbanisme, c'est-à-dire qu'il faut que la population ait une culture urbanistique, architecturale et constructive et paysagère. Mais il n'y a que cette occasion-là de Conseil national d'urbanisme qu'on puisse l'avoir, pour que la population puisse avoir cette culture de base. Malheureusement, ce conseil, c'est dans les textes, malheureusement, depuis 5 ans, on ne l'a pas tenu. Et dans l'actualité politique, élection législative en partenariat avec Oxfam, Africadium Center a organisé un symposium dénommé Yobalou Député, une rencontre entre les représentants des 8 listes en lice pour les législatives prévues ce dimanche 31 juillet avec des délégations issues de plusieurs organisations de la société civile. Objectif, promouvoir l'institution parlementaire pour un nouveau député. Le compte-rendu d'Amadou Bari. C'est une initiative inédite, qualifiée d'originale pour améliorer la qualité de la représentation à l'hémicycle à la veille des législatives pour l'élection de la 14e législature. Après Saint-Louis et Kolda, c'est au tour de Dakar d'abriter une telle rencontre. Le fondateur d'Africadium Center, un des initiateurs du projet,
appelle à une Assemblée nationale de rupture. Jusqu'ici, aujourd'hui, on n'est pas quand même satisfait de la place que l'Assemblée nationale occupe dans nos institutions, ni de la fonction. Parce qu'on entend tout le temps parler du député du président de la République, du député de telle coalition ou de tel parti politique. Les gens veulent des députés du peuple. Donc, l'initiative aussi promeut, vraiment, permet l'émergence d'un nouveau style de députés. Cela passe par une démocratie participative, estime cette figure de proue de la société civile. Durant cette rencontre, les délégations issues de plusieurs organisations ont fait parvenir leurs préoccupations aux représentants des 8 listes en lice pour les législatives. L'organisateur s'est dit satisfait de la qualité du débat. Ici, nous avons vu, si vous voulez, des candidats. Quand on regarde à la télévision ou ailleurs, ça ne paye pas de mine, mais du point de vue des programmes, ils ont quelque chose à dire. Et aujourd'hui, comme on dit, Yobel, c'est le mandat. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans la notion de mandat? Quel sens? Quel contenu? Parmi les thèmes de réflexion ressortis au cours de cette rencontre, les organisateurs retiennent ces questions d'une actualité brûlante. Justement, j'ai été très agréablement surpris par un des plus jeunes sur la création de la transformation des ordures ménagères. Sur la possibilité, il faut y réfléchir parce que nous, on a énormément de problèmes avec Mbobes. Même sur la question du pétrole et du gaz, ceux qui ont réussi, c'est parce qu'il y a eu, si vous voulez, une entente une collaboration entre le secteur privé local et le secteur privé international. Avec ce partenaire, Africa Jom Center entend faire le suivi une fois que les députés seront investis, au moins pour les 2 prochaines années. Et durant le dépôt des candidatures, des tensions ont été notées sur le parrainage et la parité. À quoi donc devons-nous nous attendre sur le déroulement du scrutin de ce dimanche 31 juillet? Le fondateur d'Africa Jom Center se dit optimiste pour des élections apaisées tout en appelant les citoyens à accomplir massivement leurs devoirs civiques. Aluntine au micro d'Amadou Bari. Il n'y a pas de risque zéro. Mais quand même, je suis optimiste pour la fin. Il n'y a pas de risque zéro. Maintenant, il y a les inondations, les effets inondations. Quel impact par rapport au scrutin? Je pense qu'il faut y réfléchir dès maintenant, anticiper dès maintenant. Nous avons été à Saint-Louis, où nous avons entendu le gouverneur dire, écoutez, on est en train de voir ces trucs. C'est bon que l'État anticipe. Et j'ai l'impression que l'État est en train d'anticiper. Mais donc, il faut crier fort aujourd'hui. Il faut faire un effort pour que les endroits qui sont inondés, que les gens puissent aller voter tranquillement. C'est extrêmement important. Il faut encourager les gens à retirer leurs cartes et à aller voter. Ça, c'est extrêmement important. Et demander à l'État de bien organiser les élections, également de faire des élections transparentes et demander aussi à l'opposition que s'il y a un contentieux de saisir les juridictions. Que tout se fasse dans la paix, qu'on ait quand même des élections apaisées. On les a eues déjà, mais il faut qu'on continue, c'est important. Et dans la même optique, la convergence libérale et patriotique invite la prochaine législature à prendre des mesures telles que voter une loi d'amnistie, tenir les 3 élections à une seule période, entre autres suggestions faites par son président Serine Mbacké Ndiaye cet après-midi lors d'une conférence de presse. Je vous propose de l'écouter au micro d'Emmanuel John. Je vais plutôt demander à la prochaine Assemblée nationale de prendre en charge 3 questions qui sont pour nous essentielles. Il faudrait, à notre avis, ramener dans le champ politique la paix et la sérénité qu'il faut. Mais aujourd'hui, nous le réaffirmons officiellement et solennellement, il faudrait que la prochaine Assemblée vote une loi d'amnistie qui permettrait à certains de nos compatriotes, je citerai Khalifa Sall, je citerai Karim Wade, pourrait revenir dans le jeu politique. La deuxième, qui nous paraît également importante, c'est qu'au Sénégal, il faut le dire, nous avons trop d'élections. Il faut y mettre un terme. C'est vrai, la politique, elle est essentielle pour diriger un pays. Mais un pays ne vit pas que de politique.
C'est la raison pour laquelle nous estimons que la prochaine Assemblée devra également s'organiser pour qu'en une année, nous puissions tenir 3 élections. Troisième question, sensible mais importante pour ne pas dire essentielle. Il faudrait absolument que l'Assemblée nationale, bien sûr en accord parfait avec l'exécutif, puisse régler la question des ressortissants, ce qu'on pourrait appeler des ressortissants, qui sont au Sénégal, mais qui sont originaires d'un autre pays. L'actualité, c'est aussi 42 jours après la mort d'Idrissa Goudiaby et Alexis Abdallah Diatta lors de la manifestation de Yewwi Askan Wi le 17 juin dernier. Leurs familles peuvent désormais faire leur deuil. Elles ont reçu les permis d'inhumation, les certificats de décès et certificats de genre de mort délivrés par le procureur du tribunal de grande instance de Ziguinchor, en soulagement pour ces familles qui continuent toutefois de réclamer justice. Maître Amadou Diallo, l'avocat des familles Goudiaby et Diatta, au micro d'Assanba. Je confirme parfaitement que, aussi bien pour feu Idrissa Goudiaby que pour feu Alexis Diatta, dit Abdoulaye, les familles respectives ont reçu les certificats de décès, les certificats de genre de mort et les certificats aux fins d'inhumation. Et c'est un soulagement pour elles, puisque, en définitive, elles pourront, dans la dignité, enterrer les corps de leurs enfants. Et cela leur permettra également de faire le deuil, puisque pendant 42 jours aujourd'hui, aucun des membres des familles respectives n'a pu voir le corps de leurs enfants. Aujourd'hui, c'est un soulagement, et de ce point de vue, il est important de saluer, en tout cas ce qui concerne M. Feu Idrissa Goudiaby, la lucidité du procureur de la République qui finalement a renoncé à la 3e expertise qu'il avait annoncée. C'est une bonne nouvelle pour la famille qui est soulagée, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qui reste mobilisée et déterminée pour que ces affaires-là soient tirées au clair. Et cette actualité judiciaire, la division spéciale de la cybercriminalité a arrêté Papito Kara, un pseudonyme sur les réseaux sociaux. Il est en garde à vue pour la revue de presse de Une de Quotidien détournée. L'Observateur et Sud Quotidien avaient porté plainte. Dans l'actualité également, lutte contre l'exploitation économique et la traite des enfants non scolarisés ou en danger. Le PAPEV, projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits, a organisé ce matin un atelier de formation à l'endroit des acteurs. La situation est d'autant plus alarmante que près de 30 000 enfants africains vivent dans la rue. C'est un compte-rendu de Muntaga Khan. Le projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations des droits compte renforcer la capacité des intervenants des centres d'accueil pour plus d'efficience dans l'atteinte de leurs objectifs. Et pour accompagner les gouvernements à faire face à cette problématique et surtout mettre en œuvre les différentes recommandations que les comités, tant au niveau africain qu'au niveau international, adressent aux différents États. Nous sommes en train de développer un projet qui s'appelle PAPEV, projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations des droits, pour appuyer les gouvernements à non seulement avoir des réponses pays, mais surtout renforcer la coopération transnationale. Et dans le cadre de ce renforcement, au niveau des pays, des actions des pays, le renforcement de capacité des intervenants des centres d'accueil est une dimension importante. La rue n'est pas la place des enfants qui ont besoin d'éducation et autres. En fait, la présence des enfants de la rue est un frein, et il va de soi que c'est un frein dans les efforts de développement social que nos pays sont en train de consacrer depuis plusieurs années. Parce que plus nous avons des enfants présents dans la rue, ça montre que plus les droits humains sont violés. Et ces enfants, étant déjà enfants, des mineurs, ils ont besoin d'un accompagnement, ils ont besoin d'aller à l'école, de s'inscrire dans des daara, d'avoir accès à des soins de qualité, de vivre dans un environnement sain qui favorise leur épanouissement. Donc,
Il déclare que près de 30 millions d'enfants africains vivent dans la rue. Si on regarde les informations qui proviennent des partenaires des rapports, on estime à peu près à 30 millions d'enfants en Afrique présents dans les rues. Donc ces 30 millions d'enfants, si on prend l'espace Afrique de l'Ouest, bon an, mal an, on aura une bonne dizaine d'enfants qui... Compte tenu de la jeunesse de la population africaine, il urge que des mesures idoines soient prises afin d'assurer à ce continent un avenir prometteur. La structure Yakar Group, en partenariat avec l'ONFP, a procédé au lancement de ses activités ce mercredi sous le thème de l'employabilité des jeunes, des femmes et son impact sur la stabilité socio-économique du Sénégal. C'est un compte rendu d'Ami Diouf. Pour participer à l'émergence et au développement, la structure Yakar Group a lancé ses activités. Objectif, renforcer la capacité des jeunes et femmes sur le marché du travail. Chérif Abdoulaye Tchaou, fondateur de la structure Yakar Group. Nous étions venus ici aujourd'hui au Grand Théâtre National pour faire le lancement de notre structure Yakar Group, qui est une structure chargée de trouver des opportunités aux jeunes et aux femmes à travers les programmes de formation, d'insertion et d'accompagnement. Notre objectif, c'est de participer à l'émergence et au développement d'une jeunesse sénégalaise consciente, engagée et autonome. Pour permettre aux jeunes et aux femmes d'entrer dans une démarche dynamique de consolidation des acquis et de développement des compétences techniques, Yakar est en partenariat avec l'ONFP. Ndessoukaï Fall, secrétaire général de l'ONFP, magnifie l'initiative. C'est une collaboration vraiment qui vient à son heure, parce que quand même ils ont compris vraiment la mission de l'ONFP, donc qui est vraiment de renforcer les capacités des jeunes pour mettre sur le marché de l'emploi, le marché du travail, des ressources humaines qualifiées, n'est-ce pas, qui peuvent contribuer vraiment au développement de l'économie du Sénégal, mais également et surtout pour réduire la précarité, n'est-ce pas, au niveau de l'emploi et éradiquer, c'est notre souhait, la pauvreté au niveau du Sénégal. L'ONFP compte les accompagner sur plusieurs modules comme celui de l'agroalimentaire et les métiers du numérique. Il y a beaucoup de formations, beaucoup de modules qu'ils ont sollicités. Ils ont sollicité des métiers dans le domaine de l'agroalimentaire, dans tout ce qui est BTP. Vous savez que quand même c'est vraiment des métiers porteurs. Mais également nous, au niveau de l'ONFP, nous envisageons quand même de les accompagner, de proposer également d'autres modules de formation dans les métiers innovants, des métiers porteurs, tels que les métiers dans le domaine du numérique, des métiers dans le domaine vraiment on l'a dit tout à l'heure, il y a récemment de nouveaux référentiels que nous avons eu à élaborer, n'est-ce pas, dans le domaine de l'agroalimentaire. Ce programme initié par Chérif Abdoulaye Tchaou, coordonné par un groupe de jeunes, a comme objectif principal la construction des bases d'un Sénégal meilleur à travers l'employabilité des jeunes et des femmes pour la stabilité socio-économique du Sénégal. Dans l'actualité ailleurs, la Guinée, d'abord la capitale Conakry, était sous haute tension ce jeudi 28 juillet. Pour cause, le Front national pour la défense de la Constitution avait appelé à une marche pacifique pour exiger plus de transparence dans la gestion de la transition. Un rassemblement non autorisé et qui a fait que des heurts aient été notés dans différentes zones de la capitale guinéenne, à Amdalaï par exemple, à Koloma et à Sofonia, où la sécurité était considérablement renforcés. Des affrontements ont éclaté entre des jeunes et les forces de l'ordre. Et au Mali, des attaques terroristes ont visé plusieurs positions de l'armée malienne au centre et à l'ouest du pays. 15 soldats ont été tués et 5 assaillants du côté donc des terroristes selon le communiqué de l'armée malienne. Communiqué qualifiant ces attaques de gesticulation d'un adversaire en perte de vitesse, alors que pour des observateurs, vu la méthode utilisée et l'ampleur des dégâts, c'est l'une des opérations terroristes les mieux coordonnées sur le terrain contre les forces de défense et de sécurité du Mali.
Éclair ou coup de projecteur sur l'environnement parle ce soir de ces fortes pluies enregistrées à Dakar ces derniers temps et qui ne font presque que des malheureux. En dehors du monde rural, les cultivateurs en milieu urbain profitent de cet hivernage, une période qui leur permet d'augmenter leur récolte, d'économiser de l'eau, de payer des factures moins salées. Voici le reportage de Pape Ibrahima Ndiaye et Mafalfal à la zone maraîchère de Lendeng, c'est à Rufisque pour Éclair. Pour lui, après la pluie, ce n'est pas le beau temps, mais la récolte, rien que la récolte. Sa casquette de président des maraîchers de Lendeng, dans le département de Rufisque, ne l'éloigne pas de la terre, bien au contraire. Depuis près de 40 ans, Mamadou Ka fait partie de ceux qui valorisent ces surfaces cultivables. Nous cultivons plusieurs variétés de légumes, betteraves, salades, gombo, etc. Une production de qualité sur ces terres rufisquoises, bien arrosées par les dernières pluies dans la capitale sénégalaise. À l'approche de l'hivernage, nous aménageons les espaces pour permettre l'eau de circuler sans détruire les champs. Et quelques jours après, même s'il ne pleut pas, nous pouvons exploiter les champs sans difficulté. L'arrivée de l'hivernage, une aubaine pour ces cultivateurs. La plupart est connectée au réseau de Sen'Eau, utilisent ce bassin, un lieu de rétention d'eau qui date du régime libéral et qui peine à répondre aujourd'hui aux attentes des maraîchers. Parce que ce bassin n'est pas assez profond et ne permet pas de stocker l'eau normalement. De l'ancienne à la nouvelle génération, ce site de plus de 56 hectares est devenu une terre d'accueil, d'histoire, avec des trajectoires différentes. Après des études poussées en digital et marketing, Abou Sow quitte les bancs en 2016 pour tracer sa voie dans les champs. De nos jours, il s'inquiète de l'avenir de son métier. Déjà, le problème foncier est un problème majeur au Sénégal. Des prédateurs fonciers rôdent autour de la zone de maraîchage. Ils veulent détruire les champs, y construire des habitations. Ils ne se soucient guère des problèmes environnementaux. Tous craignent l'urbanisation qui gagne des mètres carrés chaque année dans la zone de maraîchage. Une peur, loin de freiner leur volonté de continuer à servir leur clientèle ici et ailleurs, tout en espérant une intervention de l'État pour sécuriser la zone ainsi leur activité. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur ITV.